merci à tous les deux d'être sur ce talk. Donc, comme je le disais, on va parler d'assurance du quotidien, on va parler de MRH, multirisque habitation et d'assurance automobile. Est-ce que c'est devenu un nouveau luxe? Je vais présenter mes deux invités. Donc, à ma droite, à ma première droite, au premier plan, on a Philippe Saby qui est directeur général de Soli-Hazard, et à côté on a Philippe Baldin qui est directeur du développement commercial d'Altima Assurance, qui est une filiale du groupe Maïf. Alors je vais me tourner d'abord par le porteur de risque. On va commencer la chaîne de valeur par le porteur du risque. Pourquoi les assurances IARD et leurs primes augmentent-elles ces dernières années, et notamment ces derniers mois? Alors, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'échanger. C'est vrai que je vais jouer le rôle du porteur de risque, et je vais le jouer doublement. Pourquoi? En quelques éléments. À la fois, je vais représenter Altima, donc filiale dédiée à tout ce qui est partenariat en B2B2C. 100% de notre business est fait avec vous, amis courtiers. Et puis également, bien évidemment, vous imaginez que j'ai tous les éléments d'information en participant au sein de la Maïf par rapport aux grandes tendances de fond. Oui, c'est une vraie question, un peu bien évidemment provocatrice, mais la réalité, elle est là. Que ce soit sur le marché des particuliers auto et puis MRH, il y a une inflation de la prime qui est déjà enclenchée, mais qui peut être diabolique. Et dès l'année prochaine, mais je reviendrai dessus, je fais un peu de teasing, mais pour rappeler à tous que sur la MRH, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre Noël et le jour de l'an l'année dernière, nos amis régulateurs, nos instances de tutelle, le gouvernement a pris la décision d'augmenter fortement le pourcentage de la CatNat, c'est-à-dire que les tarifs MRH pour le particulier l'année prochaine vont exploser parce que ça sera hors augmentation technique imposée par l'assureur, vont augmenter de 7, 8, 9, 10% minimum en fonction de la typologie des produits. C'est-à-dire qu'on peut imaginer certains produits MRH qui vont prendre au 1er janvier 2025 15% d'augmentation. 15% d'augmentation sur ce type de produit, il faut regarder la réalité en face. Vous allez avoir de nombreuses personnes qui vont se poser la question du bien fondé de ce produit. Donc ça, c'est déjà un élément de contexte. Après, je peux en rajouter, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Sur la MRH, bien évidemment, les enjeux climatiques, nous en sommes tous conscients, mais les conséquences sont terribles, bien évidemment, pour les assureurs, pour les porteurs de risques. Pourquoi? Parce que si on regarde les événements climatiques de sécheresse qui ont lieu principalement en 2022, je pense aux très grands incendies, là je pense par là en France, il ne faut pas croire que c'est derrière nous, il faut juste imaginer que derrière, il ne faut pas oublier que tous les assureurs, nous sommes réassurés, que nos amis réassureurs sont des groupes internationaux, que tous ces événements climatiques impactent leur modèle économique et vont donc impacter les augmentations des réassureurs et des négociations que nous avons. Ce sont des augmentations qui se rapprochent, voire qui dépassent les 2 chiffres. Donc tous ces éléments-là de contexte ne peuvent pas ne pas avoir un impact très fort. Et puis, la liste est longue, mais prenons aussi tout simplement l'inflation. Depuis la guerre en Ukraine, il y a une inflation très forte. Je rajouterai dessus, si je prends l'auto, depuis le Covid, le prix des véhicules neufs, en particulier chez nos amis constructeurs, a explosé. Si vous augmentez le prix des véhicules à raison pour X éléments, parce qu'ils n'ont pas le matériel, les pièces, etc., et ainsi de suite, si vous augmentez les véhicules en valeur neuve de 20%, de 25%, ce qui est le cas sur de nombreux véhicules, il ne faut pas croire que la prime d'assurance ne peut pas être impactée. Le coût de la main-d'œuvre, l'inflation est telle que ça impacte, et j'en passe, et des meilleurs par rapport à ces éléments-là. Donc ça, c'est un élément de contexte. Il y a des vraies questions. Hier après-midi, je planchais devant une quarantaine de directeurs généraux sur le marché des bailleurs sociaux. La vraie question qui se pose, c'est l'assurabilité. L'assurabilité, ça veut dire quoi? C'est la rencontre entre un besoin exprimé par un particulier, un client, une entreprise qui souhaite garantir certains de ses risques, et puis l'assureur qui va proposer la solution. Les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien évidemment les coûts des primes qui vont
augmenter. Mais je laisserai Philippe en parler également sur ces éléments-là parce qu'il le vit au quotidien. Mais c'est également se rendre compte du désengagement. Je reprendrai peut-être la parole dessus, mais sur la partie MRH pour le particulier, soyons juste un petit peu lucides. Vous avez de nombreux assureurs que je ne citerai pas, qui officiellement ne se désengagent pas, mais officieusement, quand vous avez triplé, quadruplé le prix de votre MRH dans certaines zones inondables ou d'autres événements, si ce n'est pas un prix de sortie, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a un petit peu en introduction, mais oui, le contexte structurel, conjoncturel n'est pas très favorable. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance en guise d'introduction. Donc attendez-vous, hein, plus 15% d'augmentation potentiellement à faire passer à vos clients. Minimum. Et c'est un minimum à faire passer au renouvellement l'année prochaine. Juste peut-être avant que Philippe nous donne effectivement son sentiment sur le terrain, vis-à-vis des réassureurs, est-ce que ça se calme un peu les relations? Est-ce que c'est moins tendu ou est-ce que c'est toujours aussi compliqué? Mais c'est un plaisir d'échanger avec eux. Il faut juste comprendre que les réassureurs, ce sont des groupes internationaux et qu'à la limite, demain, il y a un tremblement de terre à Tokyo. Eh bien, il faudra expliquer à Madame Michu, qui habite à, je ne sais pas, je vais donner la Sarthe, je ne prends pas de risque, c'est là où je suis né, hein, lui dire que c'est à cause du tremblement de terre de Tokyo que son assurance va prendre 10%. Bonne chance. Non, c'est nécessairement compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Alors, quelles conséquences du coup pour vous qui êtes en lien avec les clients, notamment dans certaines zones de ces politiques tarifaires qui sont quand même drastiques ces derniers mois vis-à-vis par rapport aux assureurs? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, Soli Hazard travaille avec un peu plus de 8000 courtiers agents généraux sur tout le territoire français. Et donc, au quotidien, on a ces sujets. Donc, est-ce que les assurances auto et MRH, c'est un nouveau luxe? Je dirais pas encore, mais elles augmentent plus vite que les salaires, elles augmentent plus vite que les pensions de retraite. Et donc, ce dont on s'aperçoit au quotidien, c'est qu'il y a quelques clients qui commencent à avoir des difficultés à payer leur prime d'assurance. Et quand on discute avec les réassureurs ou les assureurs, ils utilisent un euphémisme sur les poches de pauvreté. Autrement dit, les endroits où eh bien, la clientèle n'a pas toujours les moyens de payer son contrat d'assurance obligatoire. Alors je vais en parler parce qu'au début, dans les zoniers, tout le monde sait ce qu'est un zonier automobile par exemple, elles étaient peu nombreuses. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que sous la pression des résultats qui ne sont pas toujours favorables, ces poches, elles augmentent. Alors je vais quand même les citer parce qu'on est entre professionnels. Je parle du risque roulant, qu'il soit 4 roues ou 2 roues. On a historiquement les Bouches-du-Rhône, et en particulier le littoral. Et on s'aperçoit que maintenant le Var 83, qui est un peu à l'est, commence à rentrer en zone de sinistralité grave. Vous avez bien entendu le 93, le 95, on commence à avoir le 77, mais on a aussi le 31 à Toulouse. Donc dans ces zones-là, ça devient extrêmement compliqué. Comme les assurances sont obligatoires, qu'est-ce qui se passe ? Ça fraude. Ça fraude sur l'enlevé d'informations, ça fraude sur pas mal d'éléments. Et donc, si ça fraude, il n'y a pas de prime encaissée et il y a plus de sinistres. Et donc, au bout d'un moment, on a un risque de perdre une mutualisation sereine au niveau national. Parce que je vais reprendre l'exemple de Madame Michu dans la Sarthe, elle va forcément vouloir payer sur la personne qui n'a pas été précautionneuse avec son véhicule à l'Estac, pour ne pas citer. Une région et pas la stigmatiser. Donc oui, il y a cette difficulté et donc on essaye de trouver des solutions qui vont passer certainement, je pense, par des produits qui vont proposer des niveaux de franchise plus élevés pour justement contenir le prix, mais j'y reviendrai. Donc ça, c'est pour le roulant. On a d'autres pistes aussi pour essayer de préserver la souscription de bons risques dans ces zones un peu complexes. Concernant la MRH, c'est complètement différent là, puisque ça dépend de l'endroit où on est. Donc c'est vrai que si vous assurez que des 2 pièces au 2e étage, dans un immeuble, ça devrait assez bien se passer. Ça se passe bien, hein? C'est parfait. Parce que c'est ce que je fais avec Altima, donc il est content. Mais voilà, après, il y a des gens qui ont construit des maisons dans des endroits compliqués. Alors j'ai mes amis du Nord, mais
On a tous vu les reportages sur les pauvres personnes qui ont été, je crois, inondées 3 fois de suite en 6 mois. Quand on lit un peu la presse et qu'on regarde, ils ont quand même construit dans une zone qui était relativement plate, dont les anciens disaient c'est un marécage. Alors le marécage, avec pas beaucoup de pluie, ça va très bien pendant des années, puis le jour où il pleut beaucoup, ou qu'il pleut de manière exceptionnelle, voilà, compliqué. Et il y a des solutions qui passent quand on construit dans des zones de ce type-là. Il y a 2 pistes toutes simples. C'est quand on sait que ça risque de monter, il faut construire sur des pilotis, avec une réserve de 80 cm à 1 mètre. Et puis surtout, il faut regarder l'écoulement des flux d'eau. Et là, je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît de la Vésubie qui a débordé à Saint-Martin-de-Vésubie, pas loin de Nice. Donc la Vésubie, c'est une petite rivière qui fait à peu près 50 cm de profondeur. Le jour de l'événement climatique extraordinaire, c'est passé à 8 mètres. Donc évidemment, ça pose un problème. Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, à Saint-Martin-de-Vésubie, 50 cm de profondeur, on avait détourné la Vésubie pour pouvoir agrandir l'espace, parce que comme c'est très encaissé pour construire, et donc on avait fait un petit chenal et on l'avait, si vous voulez, un peu décalé de son lit d'origine. Eh bien, le jour de décembre, je ne sais plus quelle année, c'était 2020 ou 2021. Bon, voilà, le jour où c'est tombé, la Vésubie a repris son cours naturel et elle a tout emporté. Donc ça va passer par beaucoup de prévention et de révision du plan d'occupation des sols. Et je discute avec des réassureurs, alors souvent je leur dis, vous êtes quand même là pour prendre des risques. J'avais une blague que je ne peux plus faire parce que je leur disais, est-ce que vous voulez être simplement des assureurs de piles de pont contre l'incendie? Risque modeste. Mais depuis l'affaire de Baltimore aux États-Unis, où vous avez un tanker qui est rentré dans une pile de pont et ça coûte plusieurs milliards de dollars, je ne la fais plus, bien sûr. Mais je plaide auprès des assureurs, il faut qu'on se réinvente pour garder de l'accessibilité à tous les risques, pour pouvoir continuer de mutualiser de manière sereine. Sinon, c'est le lien social de l'assurance qui va disparaître, avec l'assurance pour ceux qui peuvent payer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de risques, et ceux qui ne peuvent pas payer l'assurance et dont l'assurance est obligatoire, ça va être plus compliqué. Alors effectivement, risque de démutualisation. Philippe Saby, peut-être un mot sur justement comment vous allez parler à vos clients du sujet dont a parlé Philippe Baldin. Je suis obligé de dire vos noms de famille à chaque fois, ça va être compliqué. Sur la hausse de la surprime CatNat, effectivement, qui a été annoncée, donc qui va faire quasiment 8 points de plus minimum. Est-ce que les gens vont comprendre que c'est pour les protéger contre les catastrophes naturelles et pérenniser les finances du régime CatNat? Je vais prendre la parole juste avant et je vais laisser Philippe avec cette problématique qui est terrible. Juste rajouter quelques éléments. Je considère que je m'adresse à un public de professionnels et que tous ces éléments-là, vous l'avez intégré, mais remettons les éléments encore plus dans le contexte. La notion d'assurance, elle est là pour gérer un aléa. Aujourd'hui, il y a certains événements qui ne sont plus des aléas, c'est une certitude. Je prends les épisodes Sevenol. Maintenant, c'est plus de savoir si c'est une fois tous les 4 ou 5 ans, c'est de savoir si c'est une fois, 2 fois au cours de l'année et quand, avec quel impact. Donc ça, c'est une réalité terrible. Pour compléter également et pour mettre en regard la globalité, je vais parler de la MRH. Ce qui se passe, comme je vous parlais tout à l'heure, en effet, des échanges que j'ai avec les grands bailleurs sociaux en France, le pourcentage de locataires non assurés, aujourd'hui, est de plus en plus important, dramatiquement élevé dans certains cas de figure. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut demander, le propriétaire peut, ou l'administrateur, ou le bailleur, qu'importe, peut exiger bien évidemment l'attestation d'assurance chaque année. Oui, ça c'est la théorie. La pratique, elle est un petit peu différente dans cet élément-là. Donc vous avez, pour rajouter à cette complexité, certains grands bailleurs qui ont des taux jusqu'à 20%, voire supérieurs, de locataires non assurés. Je suis sûr dans la salle, il y a des courtiers B2B avec la MRI, etc., etc. Bonne chance. Alors la réponse sur l'augmentation de la prime CatNat, parce que je crois que c'est bien une prime et c'est pas une taxe, mais ça c'est un sujet que je laisse pour notre président du syndicat des courtiers d'assurance. On le dit avec tous nos partenaires courtiers, mais on le sait très bien, les gens ne savent même pas qu'ils payent de la taxe, qu'ils payent d'une prime, qui a des frais. Ils regardent la note finale, il n'y a que ça qui les intéresse. Donc expliquer
qu'une partie de l'augmentation des primes d'assurance, c'est en fait une augmentation de la fiscalité aussi. Une fois qu'on a dit ça, ils vont quand même regarder quel est le prix qu'ils vont payer et ils vont essayer de manière raisonnable d'avoir le meilleur budget au regard des meilleures garanties qu'ils peuvent avoir. Hein. Donc ça, c'est la base. Donc on communique, mais on est malheureusement assez lucide sur le fait que ce n'est pas des explications qui permettent d'emporter les affaires, hein, ça. Alors du coup, si les explications ont du mal à fonctionner, comment on revient à des tarifs abordables dans tout ce contexte qu'on vient de décrire? Là, je m'adresse à l'assureur. On ne reviendra pas aux tarifs historiques. Merci. Point. Au cas où il y ait des courtiers grossistes dans la salle qui souhaitent venir travailler avec nous, ne commencez pas à me poser la question « je veux un tarif bas ». Non. Non, après, sérieusement. Ça veut dire, mais je laisserai également Philippe, parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis maintenant un certain temps, 2 ans et demi. Donc on a un très joli programme dont l'assureur, et je sais que le courtier également, sont satisfaits. Pour qu'un assureur soit satisfait, ça veut dire qu'il est bien équilibré économique. Ça veut dire aussi que c'est un programme, les tarifs ne sont pas les plus bas. Donc les équipes commerciales, les vendeurs sont efficaces. Ils ont les arguments, ils savent présenter ces éléments-là. Après, on peut également imaginer, il faut avoir une approche. Je vais vous donner des pistes de réflexion, et je dis bien ce sont des pistes de réflexion de l'assureur. Aujourd'hui, soyons lucides, on est au cœur, je trouve qu'on a une vision très, très précise finalement de certaines tendances qui se passent sur l'ensemble de la France. Je vous parlais des bailleurs sociaux, 20% sont non assurés. Il se trouve qu'au sein d'Altima, et c'est le groupe Maïf avec les gènes et l'ADN que vous savez, ça fait une petite dizaine d'années que nous réfléchissons avec en particulier une action tank, dont je vais faire la publicité parce qu'on n'est absolument pas liés capitalistiquement en rien. Elle s'appelle l'entreprise et pauvreté. Elle avait été créée il y a 10 ans par, je m'excuse du peu, Martin Hirsch et Emmanuel Faber. Et on a un ensemble de programmes, on a un programme avec eux qui est de comment je fais, quelque part cette action tank, elle est là pour réduire la pauvreté de façon concrète en France. Comment se fait-il que des locataires, des bailleurs sociaux ne souscrivent plus des programmes d'assurance? Il y a 2 raisons. Il y en a un qui est « c'est trop cher, je ne m'assure pas ». Il y en a également un autre élément qui va jouer dans ce sens-là, c'est que finalement je suis surassuré par rapport à mes besoins. Je me suis adressé qui a une grande compagnie d'assurance avec une délégation, qui a un courtier de proximité, qu'importe, on est tous coupables et responsables. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer des offres qui soient totalement en adéquation. Nous, par exemple, on fait des tests avec les bailleurs sociaux, on a créé une offre qui n'est pas une offre dégradée mais adaptée, où on a cerné les garanties, on a travaillé avec tous les chargés de mission qui sont vraiment des têtes bien faites dans cette structure, pour finalement imaginer un produit qui soit le plus adapté financièrement par rapport à la population. Ce qui veut donc dire que des démarches parfois trop larges, où j'ai un produit miracle qui répond à tous vos besoins, je vais laisser Philippe, il a une expression que j'aime bien sur la simplification, etc. Ben, c'est peut-être plus valable. Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis qu'en tout cas, le travail de collaboration, d'échange entre l'assureur et le courtier va devoir être revu. Est-ce qu'on rentre dans un changement de paradigme? Peut-être. Et ça va être génial. Je veux dire, là, ça va y avoir des pistes. On va quand même être très positif par rapport à nos milieux, nos marchés, par contre, nos métiers. Là, s'ouvre devant nous, les choses vont être bousculées. Donc, c'est tout ce travail-là que l'on doit faire, en tout cas dans une distribution intermédiaire, avec notre partenaire. Et ça suppose du coup qu'effectivement les courtiers aussi participent à cette éducation assurantielle pour qu'il y ait une compréhension des besoins. Oui, et donc je vais vous donner 2 pistes que l'on développe, puisqu'on est tous les jours à l'écoute des clients et des intermédiaires. 2 pistes, et puis vous donner aussi un exemple que l'on vient de faire chez Soliazar. La première piste, c'est qu'il va falloir réapprendre
expliquer aux clients que pour avoir un budget intéressant, il faut peut-être revoir les franchises. On a souvent des franchises basses. Eh bien, il y a des moments, si vous voulez jouer sur le tarif, il faut réapprendre à vendre des franchises un peu plus hautes. C'est mécanique, ça peut fonctionner et en tout cas, ça maintient les budgets. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est que je crois qu'il faut arrêter de penser qu'on distribue des assurances aux particuliers. Parce que derrière distribution, c'est on y va, ça part, 1, 2, 3 clics, pof, c'est embarqué, etc. Oui, mais si vous faites ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de sélection, il n'y a pas beaucoup de souscription et on arrive évidemment avec des dérives techniques et puis après, il faut augmenter les prix et on revient sur le sujet de est-ce que demain l'assurance sera un luxe? Donc, je ne sais pas si j'ai raison, mais il me semble que demain, la souscription hyper rapide va peut-être diminuer au profit du retour du vrai métier du souscripteur, y compris sur les risques du particulier. Même sur des risques de masse. Mais oui, mais surtout sur des risques de masse, puisque je vous ai expliqué qu'il y avait des sujets de fraude. J'ai un département compliqué, le littoral des Bouches-du-Rhône. Oui, mais dans le littoral des Bouches-du-Rhône, et mes commerciaux me le disent tous les jours, attends Philippe, des fois, il y a des bons clients. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est de la masse, on a pris 13 et hop, on a exclu. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur les zones qui sont compliquées. Est-ce qu'il ne faut pas faire un guichet de souscription pour qu'avec les intermédiaires, si j'ai un bon risque à Cabriès ou sur la Côte Bleue, en face de Marseille, ben voilà, on puisse le souscrire. Mais c'est plus dans les tuyaux automatiques. Donc, je pense qu'un des avenirs, et c'est très bien pour le courtage de proximité, c'est de revenir, même sur les risques de masse, sur les zones sensibles, à le talent de la souscription. Donc, des franchises et le talent de la souscription. L'exemple que l'on a fait, nous, chez Soli, en santé, sur la santé des seniors et les seniors modestes. Tout le monde sait bien, et ça a été exprimé par nos confrères d'Alptis, que les primes en santé individuelle ont pris grosso modo 30% sur les 3 dernières années. Je ne vous fais pas l'injure de regarder l'augmentation des pensions des retraités modestes, on en est loin. Quid? Comment on fait? Donc ça devient extrêmement compliqué. D'où vient cette inflation? L'assurance, c'est un métier dont le coût de revient, la matière première, c'est le sinistre. Donc si les sinistres augmentent, le prix augmente. Eh bien en santé, malgré les alertes des professionnels, le 100% santé a eu un succès colossal, puisque les prestations, on supprime le reste à charge, bingo, les assureurs vont l'absorber, les courtiers aussi, ça va bien se passer. Or ça s'est mal passé, donc les primes augmentent. Et donc ce que l'on a fait, nous, on s'est dit, pour les salariés modestes, on va créer un contrat de santé raisonnable. Donc il est plus responsable. Et c'est en ce sens qu'on marche un peu sur la tête. Donc on ne l'a pas dégradé au sens, on a supprimé toutes les garanties, on les a laissées, mais simplement on a capé les effets du 100% santé pour revenir à des primes accessibles. Les salariés modestes, c'est 80 € par mois. Aujourd'hui, on est à 120, 130. Donc les gens ne viennent plus en disant « je voudrais la meilleure couverture ». Ils viennent vous voir et disent « j'ai 80 €, j'ai quoi ?» Et avec un contrat 100% santé, ben, ils n'ont plus grand-chose. Donc c'est une sorte de franchise inversée. On leur garantit avec certitude que le tarif sera bas. Et s'ils consomment, s'il y a un sinistre, un aléa, bon, bah, ils ont un reste à charge plus important. Mais en tout cas, l'économie, elle est faite. Donc voilà, ça va donner des pistes d'imagination, produits, et ça va donner aussi, je pense, la nécessité de recourir à des assureurs conseils. Et la distribution à la va comme je te pousse, super numérique, n'est pas forcément la meilleure solution pour éviter le renchérissement des primes. Le retour du conseil, je pense que ça fera plaisir à pas mal de personnes dans cette salle. Pour compléter rapidement, parce qu'on va arriver au terme après. Très rapidement, pour arriver dans ce sens, 2 exemples de programmes de développement. Déjà, en introduction, je vais juste vous dire que moi, je ne suis pas un assureur de formation, loin s'en faut. Ça fait à peine une petite dizaine d'années que je travaille dans l'assurance. Avant, je travaillais sur les marchés de stratégie de développement d'entreprise et la relation client, la voix du client. Je trouve, je vais être sévère avec tout le marché de l'assurance et des courtiers, je trouve que vous n'écoutez pas suffisamment vos clients. Pourquoi je vais vous dire ça? 2 exemples concrets. 1,
l'offre que nous avons développée pour les bailleurs. Comment on l'a conçue? J'ai participé avec toute l'équipe chez Altima à X échanges avec les associations de locataires, où on venait avec un produit standard de chez Tartampion, qu'importe, même la Maïf, c'était pas grave, et je leur expliquais ce qu'il y avait derrière, et grosso modo, à la fin, ça on va enlever, ça on va enlever, ah, ça on conserve, et ça on a oublié. Donc l'adaptation du contenu, de l'offre, du produit par rapport aux besoins. Parce que trop souvent, certains d'entre vous viennent nous voir, c'est de la surenchère produit, il ne faut pas croire que ça va rajouter quelque chose. Premier élément. Deuxième élément, nous avons un très joli programme développé depuis un certain nombre d'années avec un partenaire dont je tairai le nom parce que les résultats sont exceptionnels. La franchise MRH est à plus de 300 €. Donc ça se vend. Très bien. Un petit. Un mot de conclusion tous les deux, parce qu'on arrive au terme de ce talk. Et avant que vous fassiez effectivement lyncher par les courtiers qui distribuent mal les produits. Qui peuvent s'améliorer. Non, alors je vais commencer dans le sens, le binôme assureur-courtier ou partenaire de distribution est fondamental. On recherche, moi je ne suis que porteur du risque, mais c'est vrai que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment compte tenu du contexte. Si vous arrivez en m'expliquant, voilà mon marché, voilà mes cibles, voilà les caractéristiques que je donne, eh bien dans ce sens-là, on développe, on s'adapte. Nous n'avons pas de produit standard et le produit standard n'existera plus. Par contre, il faut qu'on s'appuie sur votre connaissance. S'il y a un rôle de distribution intermédiaire, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui a l'enjeu de la distribution, qui connaît le marché, qui mieux que vous connaît le client. Donc ça veut dire que les relations entre les assureurs et les courtiers vont également évoluer dans ce cadre-là. Philippe Saby. Un petit mot, notre mission c'est d'assurer nos clients, donc il va falloir faire preuve d'inventivité, de professionnalisme comme tous les courtiers le font tous les jours. Mais ce que disait Philippe, c'est qu'il ne faut pas être nostalgique du passé, quoi. La page se tourne, il n'y a aucune raison que les catastrophes naturelles disparaissent, il n'y a aucune raison qu'on retrouve des taux d'intérêt négatifs. Tout ça, on a vécu dans un monde comme ça qui était un peu un monde d'exception. Et donc le modèle même du moteur assurantiel est en train de changer. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de remettre le client au centre et puis de remettre de la technique et de la souscription. Il va falloir qu'on affine les zoniers, il va falloir qu'on ait une surveillance du risque un peu plus grande. Oui, la distribution de produits de masse aux particuliers, je crois qu'elle est révolue. Parce que si on continue dans cette voie-là, on va laisser sur le bord de la route beaucoup de nos concitoyens. Merci à tous les deux. Donc pour résumer, retour aux fondamentaux techniques et aux discussions entre assureurs et courtiers. Donc si vous voulez aller discuter avec Soliazar, ils ont un 11 bis café qui est juste derrière. Merci à tous les deux. On peut les applaudir.